Il est 18h30, Exactement. on avait dit qu'il fallait respecter l'heure, justement. Oui. Oui, 19h05 maintenant. Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à ce troisième webinaire, Écrire pour exister. Et Fêter est toujours au rendez-vous. Je remercie encore là les gens qui ont envoyé certains textes. On sera un petit groupe, on sera en famille ce soir, mais toujours guidé par l'autrice Fêter. Donc, la parole est à toi, chère Fêter. Ok, ben, bonsoir tout le monde merci à vous tous d'être là. L'actualité obligeant, donc nous suivons de près ce qui se passe un peu à travers le monde et nous pensons que bien sûr le monde est en train de basculer. Pour moi, c'est sûr et certain que cette période de confinement a été une période de réflexion profonde et quand on voit ce qui se passe, il y a une certaine, je suis personnellement très, je dirais, fière de l'espèce humaine à cause de cet élan de solidarité. Les bavures policières aux États-Unis, on en a l'habitude, mais c'est la première fois justement qu'on voit cette réaction à travers le monde entier. Donc, le peuple, je veux dire, les peuples sont en train de se tendre la main et effectivement que le monde est en train de devenir un village. Ça a l'air que c'est ça. Et donc, ben, le Covid-19 nous a secoués, mais quelque part, il y avait toujours quelque chose. Il y a toujours, c'est une médaille, hein, la médaille a toujours deux faces. Donc, la face la plus dure, on l'a vécue, et puis on voit de l'autre côté aussi qu'il y a quelque part notre humanité qui est en train d'être récupérée, et ça, je pense, c'est une bonne chose. Alors, cela étant dit, pour nous tous ce soir, nous allons parler de... Je ne vais pas commencer par un conte, j'aimerais qu'on aille directement sous le vif du sujet, parce que c'est vraiment l'atelier d'écriture aujourd'hui, comment écrire un conte. Et je me suis donné la peine de prendre des exemples. J'ai écrit moi aussi à chaque fois pour étayer ce que je disais. J'ai écrit des petits paragraphes aussi comme ça, là, pour qu'on puisse suivre bien comme il faut. Pour ça. Parce que le conte, avant tout, bien sûr, on dit le conte africain, il est éducatif. Pouf, excusez-moi, j'ai fait un geste et je vous ai perdu. Mais vous m'entendez, j'espère? Oui, Voilà. oui, très bien. Le conte africain était avant tout éducatif et en même temps, donc, il distrait aussi, il amuse, il est ludique, il est tout. En fait, c'est un phénomène social, c'est un fait social, pas un phénomène, un fait social. Mais en même temps, sous d'autres cieux, le conte reste quand même un élément de distraction, de détente, parce que regardez même les adultes qui écoutent un conte, même distraitement, il y a toujours un sourire aux lèvres. Pourquoi? Parce que le conte va chercher quelque chose qui est particulier en chacun de nous. Le conte s'adresse à cette partie qui est tout à fait réservée, qui reste aussi pure que le cœur d'un enfant. C'est pour ça que quand on écoute un conte, on a toujours un sourire, on est un peu béat, et on est content, on se détend, on ne s'explique pas, on ne réfléchit pas trop, on reçoit le conte, on ne réfléchit pas le conte. Alors, quand on écrit un conte, on doit tenir compte aussi du fait qu'il y a cette dimension-là qu'on doit procurer aux gens. Il faut chercher l'histoire qu'on raconte, pourquoi on veut la raconter, on veut la partager, qu'est-ce que les autres vont gagner, est-ce que c'est une histoire que j'invente, parce que le conte, on peut l'inventer, évidemment, est-ce que c'est une révisitation de ce qui existe déjà, donc j'actualise le conte ou le mythe ou la légende, de manière à ce que ça soit beaucoup plus actuel et en phase avec l'expérience de la vie actuelle, c'est possible aussi. Et on peut transposer donc un conte du passé dans le présent, évidemment, en changeant beaucoup le contexte et tout ça, mais le fil de fond, le fil conducteur restera le même. Alors, Ethel, si tu veux bien nous mettre le diapo. OK, merci. Donc, le module 5, oui. Voilà, celui-là. Oui, celui-là. Il n'y a pas moyen de le faire plus grand?
Bon, je vais essayer de le rattraper un peu. Voilà, ok, ça va. Là, c'est bon, c'est visible. Alors, écrire un compte. Pour écrire un compte, on l'avait dit déjà la fois passée, il y a un point de départ, ce qu'on appelle la situation de départ, et il y a un élément déclencheur qui vient déclencher la raison, même le prétexte du compte. Alors, tout le développement avec les péripéties, le dénouement, vient le dénouement, donc la solution avec évidemment la situation finale et la morale du conte. Alors, moi, je suis allée plutôt, ça, il y a le tableau que vous avez sous les yeux, mais je suis allée de la même façon aussi, mais en prenant, oui, voilà, en allant point par point. Le premier point, c'est l'histoire, donc comme je disais tantôt. Vous devez définir votre histoire, vous devez la connaître, vous devez la visiter dans tous ses coins et recoins, vous devez la maîtriser, vous devez à chaque fois la faire revenir, un peu comme la vache qui rumine et puis qui revient de nouveau, qui ramène le tout dans sa bouche et qui commence à ruminer de nouveau de manière à maîtriser comme il faut votre histoire. Au départ, c'est l'histoire. Maintenant, quand vous êtes prêt, vous savez que bon, mon histoire va parler de telle chose, j'aurai comme héros ou une héroïne tel personnage, et vous avez une idée très précise de ce que cette personne va être, ce personnage sera, et quelles seront ses actions, comment ce personnage va évoluer. N'oubliez pas que le conte part d'un point A et il va évoluer jusqu'à un point Z. Et cette évolution est un apprentissage, une expérience qui fait évoluer la conscience aussi, une prise de conscience et un apprentissage à la fin qui finit par, ultimement, par la leçon apprise. Alors, pour commencer le conte, à l'ouverture du conte, c'est toujours, il y a des formules d'ouverture qui sont consacrées. Il était une fois, voilà. Ou bien, il y a très longtemps de cela, ça, ce sont des formules qui sont consacrées que vous voyez au début de chaque conte, surtout les contes en Occident. Mais parfois, vous pouvez commencer votre conte aussi sans cette formule-là. Alors, j'ai pris quelques exemples. Au lieu de dire, par exemple, il était une fois, on peut aller par, le premier exemple, c'est dans un pays situé à 2 jets de pierre de la grande rivière qui borde le Béthanie, vivait une famille, etc., etc., vous continuez. Ou un autre encore, exemple, ce matin-là, le chasseur quitta très tôt sa maison pour aller vérifier ses pièges, mais il eut la plus grande surprise de sa vie. Et le conte continue. Un autre exemple encore, le voile de l'aube embuait encore les sommets bleutés des collines lorsque le convoi chargé jusqu'aux arceaux s'ébranla vers son prochain arrêt situé à 6 heures de route. La journée s'annonçait très chaude et vous continuez. Et enfin, un dernier exemple. Zoba, le cadet d'une famille de 10 enfants, s'adonnait encore à ces jeux stupides et interdits par ses parents. Lorsque ces derniers surgirent brusquement devant lui, il en fut si surpris qu'il resta sans voix et se tourna docilement pour recevoir sa ration de fessées journalières quotidiennes. Voilà, donc ça dépend de ce que vous voulez dire, mais vous pouvez commencer comme ça aussi. Vous entrez directement. Remarquez que dans les contes africains, il y a toujours un cri de ralliement au début. Ça peut être l'Issapongé, ça peut être encore autre chose. Et donc, ces cris de ralliement remplaceraient le « il était une fois ». Mais quand vous écrivez, vous commencez par « il était une fois » ou bien vous commencez directement par décrire, par exemple, l'endroit, le paysage, les lieux où se déroule le conte. Alors, le décor, les habitants, il faut être très descriptif, c'est très important. Il faut que la personne qui lit le conte vit le conte au même rythme que vous,
parce que vous avez si bien décrit les choses, les décors, les animaux, les individus, les maisons, les espaces où les gens évoluent, que le lecteur vous suit presque à la lettre et comprend parfaitement bien de quoi il s'agit. Il est à l'intérieur de vous. Alors, je prends par exemple, j'ai pris quelques exemples concernant le lieu. Est-ce que jusque-là, ça va? Il n'y a pas de questions? On dirait que ça s'est coupé. Vous êtes là? Oui, moi je suis là. Oui, on écoute. Ah, ok, très bien. Oui, ça va. Ok, il n'y a pas de questions? J'ai levé la main. Ok, je vous écoute parce que Ethel n'est pas là, donc allez-y. OK. Les étapes que vous êtes en train de Je suis mentionner. revenue, j'ai eu un problème technique. Ah, OK. ok. Oh, ça t'arrive à toi aussi? Mm. OK. Oui. Alors, j'étais en train de poser la question de savoir, les étapes que vous êtes en train de mentionner, on ne l'a pas dans ce diapo. Est-ce Si que... on est à la situation du départ, c'est-à-dire que, bon, Oh, OK. qui ça va être le héros, le OK. lieu, et puis quand. Mais Mhm. moi, je vous donne le cheminement, parce que quand vous allez écrire, vous allez commencer par une formule d'ouverture, de début qui est consacrée, c'est « Il était une fois » ou bien « Il y a très longtemps de ça ». Ce sont les deux formules qu'on retrouve en général dans l'écriture de contes. Peu importe l'endroit, les lieux, les cieux. Alors, il y a aussi, on a aussi la liberté. On n'est pas obligé de tenir à « Il était une fois ». On peut commencer par une autre phrase. C'est pour ça que je donnais ces exemples en disant, par exemple, dans un pays situé à 2 jets de pierre de la grande rivière qui borde le Béthanie, vivait un jeune homme, donc c'est là votre héros. Ou vivait une jeune fille, et là, vous parlez de votre héroïne. Donc, vous pouvez introduire le conte différemment que par « Il était une fois ». Autrement. OK? Êtes-vous là? Oui, 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 c'est parce que Ah, oui. on était sur mute. Ah, OK. Uh-huh. OK. Est-ce que j'ai répondu à la question? Merci. Merci. Ah, OK. Alors, donc, là, quand vous regardez le module 5, donc, on parle oui, c'est ça, d'abord, il y a un certain ordre là, qui? Le héros. Alors, les héros, c'est la personne qui va, c'est lui votre joker, en fait, si je peux dire, c'est votre carte maîtresse, parce que le héros ou l'héroïne, c'est la personne qui va mener les actions, qui va conduire le lecteur à travers toutes les péripéties du conte, un peu comme l'acteur principal dans un film. Alors, le lecteur doit savoir exactement, il doit être capable de se représenter le héros, le personnage, parce que vous l'avez si bien décrit qu'il il peut le percevoir, il peut même le voir les yeux fermés. Alors, j'ai pris juste un exemple, par exemple, c'est, bon, les noms, c'est pris au hasard, hein, ce sont des textes que j'ai écrits comme ça, là, ça venait tout seul. Par exemple, la description d'un héros. J'ai pris un jeune homme de 20 ans, il s'appelle Yemoko. Yemoko avait 20 ans et mesurait 1,80 m environ. Il avait des cheveux très courts, ce qui mettait en évidence son front haut, ses yeux expressifs et légèrement écartés, ses sourcils fournis et arqués, son nez proéminent et sa mâchoire carrée. Il était le troisième d'une fratrie de 5 enfants, une position inconfortable à tous égards selon lui. Sa famille était propriétaire de la plus importante ferme du pays et chaque membre de la famille y travaillait. Le jeune homme s'occupait du verger qui comptait plusieurs espèces d'arbres fruitiers de différents pays. Pour fuir la monotonie de sa routine journalière, Yemoko se prenait à rêver de voyages et de découvertes de contrées lointaines. Là, j'ai décrit mon héros. Il a 20 ans, il mesure 1,80 m, il a les cheveux très courts, il a un front assez haut, donc très dégagé, des yeux très expressifs,
et qui sont légèrement écartés là sur le côté. Ses sourcils sont très fournis, puis bien dessinés, donc arqués. Il a un nez assez fort et une mâchoire assez carrée. Donc, on peut s'imaginer plus ou moins, on peut même en faire un portrait robot. Alors, sa famille, j'en parle, sa position, c'est qu'il est troisième dans une famille où il y a 5 enfants. Et sa famille, sa famille est propriétaire d'une ferme, la plus importante donc ferme du pays. Et lui, il travaille dans le verger et en même temps, ben, il se prend quand même à rêver. Il aimerait bien partir loin, en finir avec cette routine. Donc, avec rien que ce paragraphe-là, j'ai campé le personnage et on peut facilement voir de qui il s'agit. Mon Dieu, je viens de perdre mon texte un instant. Et donc, ça, pendant que tu cherches, je vais juste te mentionner qu'il y a eu des petites pannes de courant chez moi. Toutefois, tout le monde reste en ligne. La plateforme permet de rester en ligne et je vais toujours y activer la diapositive au besoin quand tu me feras signe, mais tout va bien malgré tout. Et j'ai permis à tout le monde de parler. Ils ont juste besoin d'activer leur micro. Si jamais moi, je suis encore déconnectée, ils peuvent juste activer leur micro et le faire comme j'ai dit. Et je crois que c'est Joël tout à l'heure quand ils ont parlé. Donc, ça devrait aller, mais je suis désolée pour les petits problèmes de mauvaise température dans la région d'Ottawa. OK, c'est beau. Merci beaucoup. Alors, donc, ça, c'est la manière dont on peut décrire son héros. Et pour ce qui concerne la jeune fille, l'héroïne, donc, une autre façon de la décrire aussi, par exemple, c'est un joli bouton à devenir. Yebisa sortait à peine de l'adolescence et son beau minois accrochait déjà le regard des garçons de sa classe. Son visage aux traits réguliers était agrémenté d'une belle paire d'yeux marron clair, d'un nez fin retroussé et d'une bouche aux lèvres généreuses. Vivant intensément dans l'air du temps, la fillette aimait arborer des jeans délavés ou troués, des blousons en cuir sous des t-shirts moulants. Yebisa vivait chez ses parents où elle échafaudait chaque jour ses plans d'évasion dès sa majorité révolue. Là, donc, c'est une jeune fille, on sait qu'elle elle sort de l'adolescence, elle est jeune, elle est encore à l'école. Donc, on sait bon, elle a les yeux marrons. Bon, son visage, on peut plus ou moins deviner ce qu'elle est, et puis son style, son genre aussi, on peut deviner. Donc, on sent que c'est une jeune fille qui est volontaire et qui a déjà des idées derrière la tête, donc elle a de la suite dans les idées. Est-ce que quelqu'un peut aussi commenter par rapport à ça? Bon. Vous n'avez qu'à activer votre micro si vous voulez prendre la parole. OK, ça va. Donc, alors, en ce qui concerne les autres personnages, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un conte. Et ce conte va aller, donc vous allez conduire les gens, comme je disais, dans les méandres d'une histoire passionnante. Donc, chaque personnage a mis aide surnaturelle, objet, amulette ou bien ennemi doit être décrite le plus précisément possible, de manière qu'on puisse avoir une idée visuellement, en fermant les yeux, qu'on soit capable de visualiser le personnage. Alors, si vous vous retrouvez évidemment dans une situation, par exemple, où il y a plusieurs, vous avez un groupe de personnes, vous n'allez pas les décrire tous. Vous allez prendre le chef de file, celui qui prend la parole, la personne qui s'exprime. C'est celle-là qui devra être décrite pour que les gens sachent si ce sont les méchants. Par exemple, vous pouvez décider que les méchants ont tous un point commun, ben, ils sont habillés pareil. Alors, vous décrivez très minutieusement leur tenue pour qu'on puisse savoir, ou bien vous prenez juste dans leur tenue, vous pouvez prendre dans ce qu'ils sont, oui, ça peut être dans leur tenue, vous leur mettez par exemple un cercle avec une croix, un cercle blanc, donc c'est un signe de reconnaissance.
Et le chef de la bande, vous allez le décrire, il est comme ci, il est comme ça, etc. Il a cette façon de parler, il donne des injonctions, etc., etc. Donc, vous allez, lui, là, vous le écrivez, les bons, c'est pareil. Les aides surnaturelles, en général, ce sont des aides, ça dépend, soit ce sont des entités qui vont se présenter sous la forme humaine. Bon, comme ce sont des êtres surnaturels, veillez toujours à ce qu'il y ait quelque chose qui rappelle qu'ils ne sont pas humains. Par exemple, ils peuvent être en train de flotter dans le vent. Par exemple, ils peuvent être juste sous la forme de, je ne sais pas moi, d'un nuage ou bien d'un voile ou n'importe quoi. Mais il faut les démarquer des personnages humains concrets que nous sommes en chair et en os parce qu'on n'est pas tous pareils. Donc, la description des personnages est extrêmement importante et elle rend le conte encore plus attrayant, plus intéressant et on s'y accroche encore plus à partir du moment où on connaît les personnages, surtout les jeunes, quand ils lisent ça, ils s'identifient beaucoup. Ils ont besoin de s'identifier à un personnage dans un conte. Alors, voyez votre héros, si vous voulez qu'il soit sympathique, décrivez-le le mieux possible de manière à ce que dès la première lecture, automatiquement, les gens se retrouvent un peu en lui, sa personnalité accroche et on le suit assez facilement. Je vais m'arrêter à chaque fois parce que c'est important pour qu'on se mette bien, qu'on se comprenne bien. Jusque-là, pas de questions? Une petite question. Oui. Est-ce que le héros doit être nécessairement celui qui gagne ou doit être nécessairement celui qui est le gentil ou quoi? Non, pas forcément. C'est ça aussi qui est fantastique. Évidemment, il y a plusieurs types de contes, comme on avait vu dans un des ateliers, n'est-ce pas? Ça dépend de quel type de conte. Si vous voulez faire un conte, par exemple, un conte d'horreur, par exemple, ou bien, ça dépend, hein, quel est l'enseignement que vous voulez donner. Si, par exemple, vous voulez démontrer à la fin, le tout, c'est la pertinence du conte. Le conte doit être pertinent, il doit viser quelque chose, un aboutissement, une morale, c'est-à-dire une leçon ou un enseignement ou une réflexion. Il faut qu'à la fin de la lecture d'un conte, on sente quand même, que le lecteur sente que, waouh, c'est quand même intéressant ce conte, ça peut, c'est un conte qui vous apprend des choses, qui vous emmène quelque part, qui vous réveille et qui soulève ceci en vous, donc qui suscite une émotion, ou bien qui tout simplement vous apaise, ou bien qui vous donne une leçon. À supposer, par exemple, que vous voulez écrire votre conte tient absolument à démontrer que, par exemple, certains choix emmènent à certaines difficultés de la vie et que votre héros a dû passer par là pour apprendre et que la fin a été plutôt amère pour lui. Mais même si la fin est amère, il faut que le conte soit capable de montrer pourquoi la fin est amère et que cette fin-là a permis au héros d'apprendre quelque chose. C'est l'enseignement, ce qu'on en sort. Le conte n'est pas là pour brimer, le conte est là pour apporter des leçons de vie. Et à ce propos, justement, cette semaine, j'ai eu une très belle expérience en repensant parce que je pense tout le temps à nos rencontres ici, ça me passionne énormément. Et comme ça, ce qui m'est arrivé, j'ai échangé ça d'ailleurs, et c'est que le conte fait partie du premier livre de la vie. Parce que c'est dès le berceau, si je peux dire dès la petite enfance, que on nous raconte des contes. Et c'est le premier livre de la vie, le conte. Les premières leçons de vie, on les apprend à travers les contes. Qu'on nous raconte quand on est petit, on nous berce, on nous raconte des contes. On vient à la vie, on trouve les contes. On quitte et pendant notre vie, on raconte les contes que nous avons appris à nos enfants, nos petits-enfants. Et ensuite, nous quittons la vie et nous laissons les contes. Les autres vont venir pour le retrouver et ça va les accompagner. Alors, pensez-y, c'est le premier livre, ce sont les premiers livres de la vie et ce sont des histoires qui se retrouvent partout exactement de la même façon. Donc, ça montre aussi quelque part une communauté humaine qui est unique ou bien qui s'abreuve parfois à certaines sources intérieures uniques qui fait que nous percevons les choses de la même façon. Et ça m'a poussé même à penser à cette expérience, je crois, du scientifique Pavlov, je pense,
je pense, oui, si je ne me trompe pas, je pense que ça doit être lui, qui avait constaté que il y avait une année, il y avait des singes du Pacifique, des îles Pacifiques qui avaient commencé tout à coup à prendre leurs noix de coco et aller les nettoyer dans la mer avant de les manger. Donc, enlever tout le sable qu'il y avait avant, ils mangeaient ça comme ça. Puis tout à coup, il y en a un qui est allé casser sa noix de coco, nettoyer, puis il a commencé à manger ça. Alors ça a été une observation qui a été faite. C'était très intéressant. Ça montrait que les singes venaient de prendre conscience que on pouvait nettoyer la noix de coco au lieu de la manger avec le sable. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à l'autre bout de la Terre, au même moment, on a fait le même constat aussi que les singes de la même espèce, la même race de singes, faisaient la même chose, le même geste. Donc, avaient commencé pratiquement de façon concomitante à nettoyer leur noix de coco avant de les manger. Et ça a amené à penser que il y a une communication qui se fait forcément et sans que nul besoin de contact physique rapproché soit là. Et je pense que la science, la physique quantique est de plus en plus en train de démontrer ça aussi. Alors, les contes, qui sont en général des récits considérés comme étant naïfs pour des enfants et tout ça, mais quand vous lisez ça à fond, que vous écoutez ça, vous sentez que ce sont des choses qui contiennent ces vérités éternelles et qui nous accompagnent et donc qui nous enseignent durant toute notre vie. Voilà, ça, je voulais partager ça avec vous aussi. Si vous n'avez pas de questions, on continue. Alors, j'ai perdu le... Je ne sais pas si tu es là, Ethel. Ethel? OK. Est-ce que vous voyez le diapo? Voilà, merci. OK. Oui. Alors, en ce qui concerne le lieu, c'est très important aussi de situer le lieu. Alors, j'ai pris quelques exemples pour les lieux. La description des lieux, c'est par exemple, le village des absents était lové au creux des montagnes, juste à la sortie de la grande route menant aux plantations de bananiers. Les gens le nommaient ainsi parce qu'il était vide de toute âme qui vive. Ça, c'est une description d'un lieu. Une autre description, les habitants de Limba étaient fiers de leur village qui attirait beaucoup de visiteurs chaque année. Ils venaient pour visiter les merveilleuses chutes qui dévalaient la montagne de Pic, sous 200 mètres avant de poursuivre sa route, etc., etc., etc. Et enfin, la particularité de la ville de Tondi résidait dans l'architecture originale et les couleurs plutôt criardes de ses maisons et édifices. Donc, c'est toujours intéressant aussi. La description, je crois, c'est la clé aussi de toute écriture, peu importe que ce soit un conte ou n'importe quel texte, un roman. La description est très importante. Et en Afrique, en plus, on aime bien des descriptions qui sont très croustillantes parce qu'on les compare toujours parfois avec le corps humain ou des choses comme ça. On va dire, par exemple, des jeunes mangues se balancer sur des jeunes mangues ressemblant au sein des jeunes filles se balancer sur une branche, par exemple. Donc, on aime bien ce type de comparaison et surtout de description. La description, à tout moment, il ne faut pas hésiter, il n'y a pas besoin de longues phrases, mais c'est important qu'à chaque fois, les gens sachent, ah oui, tiens, le village des absents, ok, c'est un village, pas âme qui vive, ça veut dire quoi ça? Parce qu'il n'y a personne, alors pourquoi il y a un village, etc. Donc, les gens vont réfléchir un tout petit peu là, et c'est ça qu'il faut, qu'à chaque pas, les gens arrivent à réfléchir. Bien entendu, si vous parlez du village des absents, ça veut dire que quelque part, plus loin, vous allez expliquer pourquoi ce village pourquoi il n'y a pas âme qui vive là-dedans. Il n'y a pas une seule âme qui vive. Donc, tout ce que vous dites, vous devez prendre des notes quand vous écrivez votre conte pour que chaque situation que vous décrivez puisse se retrouver quelque part un peu plus loin. Sauf si c'est, par exemple, le héros est en train de traverser
je ne sais pas moi, une région, une contrée pour aller vers une autre contrée. Vous allez décrire, par exemple, il est en train de traverser une forêt luxuriante où il y a beaucoup d'arbres, une végétation, etc., etc. Et puis, il sort dans la savane où les herbes sont fraîches, mais ne sont pas très hautes, etc. Vous décrivez comme ça, là, comme très simplement, vous passez comme si on faisait une peinture très douce. Vous décrivez une région, vous passez à une autre, une situation à une autre qui accompagne pour le héros ou bien que traverse le héros pour que le lecteur puisse le suivre aussi dans les méandres de tout ce qu'il peut, de son parcours et de ce qu'il vit. Alors, donc, pour ce qui concerne le temps, en général, les contes toujours dans le passé, ce sont des récits qui se sont passés il y a très longtemps, mais il y a des contes contemporains aussi. Hein, c'est pour ça qu'on dit toujours, on commence par « il était une fois » ou bien « il y a très longtemps de cela », parce que justement, c'est longtemps dans le temps. Hein, mais il y a aussi des contes qui sont modernes. Et alors, à ce moment, on verra plus loin d'ailleurs, on verra un peu plus loin les contes modernes, comment il faut les aborder. Mais en général, les contes classiques que nous connaissons, c'est toujours « il était une fois » ou bien « dans ce temps-là » ou bien c'est toujours dans l'action, c'est dans le passé. C'est pour ça d'ailleurs que la narration se fait toujours au futur simple. Non, au passé simple. Qu'est-ce que je raconte? Oui, le passé simple, oui. Alors donc, c'est ça. Mais on peut aussi, les contes contemporains, on en parlera, mais ça se raconte au présent si vous le voulez, par exemple. D'ailleurs, c'est mieux de le raconter au présent. Alors, l'élément déclencheur, c'est extrêmement important. Donc, la vie est très calme, il y a une routine. Vous avez décrit votre héros, vous avez décrit son contexte de vie, son environnement, qui est autour de lui, ses parents, ou bien ses amis, ou bien s'il est orphelin, peu importe qui il est, vous avez décrit, mais il est dans une routine, il vit tous les jours la même chose, etc. et tout ça, jusqu'au jour où il se passe quelque chose. Donc, soudain, ou bien brusquement, il arrive un événement qui va bouleverser l'ordre établi et déclencher donc maintenant toute la saga du conte, toute l'affaire du conte. Et là, j'ai pris un exemple peut-être un peu, je ne sais pas, bon, je vais essayer de lire par exemple ce que j'ai écrit comme élément déclencheur. C'est un peu long, mais ça contient un peu un cheminement. Je reprends l'histoire de Yemoko. Hein, et donc, il avait ses projets de fuir, de partir. Donc, au bout de 6 ans de dur labeur, Yemoko finit par réunir suffisamment d'économies pour réaliser son rêve. Il fit les démarches nécessaires, acheta ses effets de voyage, se procura son billet et boucla sa valise. Il était très satisfait de lui-même. Il ne lui restait qu'une seule chose à faire, c'est d'annoncer sa décision à sa famille. Il choisit de le faire durant le souper, qui était le seul moment où tout le monde était présent. Soudain, voilà, les aboiements du chien attirèrent son attention. Il se précipita à la fenêtre pour voir la raison de l'énervement du chien, de l'animal, pardon. Il faut éviter de répéter le même mot dans la même phrase ou bien dans 2 phrases ou 3 phrases ou dans le même paragraphe. Le jeune homme aperçut 2 hommes à l'allure imposante, vêtus de tenues traditionnelles, remonter la petite allée qui menait à la maison. Son père les attendait. Yemoko remarqua son tic nerveux et se dit que quelque chose de grave se passait. Il courut les rejoindre et constata que tous les membres de la famille se trouvaient déjà dans la pièce. Les 2 visiteurs n'avaient pas l'air commodes et un silence lourd de non-dits empestait la pièce. Ça déjà, c'est le décor qui vient d'être décrit. « Père, que se passe-t-il? Qui sont ces hommes et que nous veulent-ils » demanda le jeune homme, pardon. Ah, on ne peut jamais échapper à son passé car il sait toujours où, quand et comment vous retrouver, dit sa mère avec grande lassitude. Mais enfin, qui peut me dire ce qui se passe ici? S'adressant à lui directement,
l'un des deux hommes se présenta. Je suis Yenani, intendant à la cour royale de Yakalunda. Tu l'ignores comme d'ailleurs tous les membres comme d'ailleurs tous tes autres frères. Votre père est l'unique descendant du roi Ntotila de Yakalunda. C'est depuis une décennie qu'il a quitté le royaume sans avertir et que nous sommes à sa recherche. Son père, le vieux roi, s'affaiblit chaque jour et il ne quitte plus le lit. Il attend juste le prince héritier pour lui transmettre les secrets du royaume avant de se retirer de ce monde. Nous devons partir maintenant car il nous reste très peu de temps. Yekomo regarda son père d'un air hébété. Est-ce vrai, père? Pourquoi ne nous l'avoir pas caché? Pourquoi nous l'avoir caché? Il a toujours craint l'épreuve qui précède le sacre du roi, répondit l'homme. C'est quoi cette épreuve? Demanda encore Yekomo. Il doit retrouver la bague qui scelle l'alliance des trois royaumes, répondit l'homme. Voilà. Ça, c'est un texte que j'ai écrit comme ça cet après-midi, donc comme élément déclencheur. Alors, l'élément déclencheur, c'est quoi? Ce sont les deux hommes qui arrivent, évidemment. C'est toute la saga, en fait. Le papa n'a jamais raconté à ses enfants qu'il était prince, il n'a pas ni à sa femme. Et donc, ces deux hommes qui arrivent sont des éléments déclencheurs. Et en même temps, il leur raconte une histoire aberrante que tous ignoraient et qui fait qu'à partir de là, est-ce que le papa, leur père, va accepter d'aller? Est-ce qu'il va refuser? Qu'est-ce que Yekomo va devenir? Parce que c'est lui le héros, vous avez bien compris de l'histoire, c'est lui le héros de l'histoire. Que va-t-il se passer? C'est la suite qui nous le dira. Voilà. Alors, des questions? Je n'en vois pas, mais vous pouvez parler en activant votre micro. C'est vraiment intéressant, Fété. Moi, on dirait que tu mets tous les morceaux de casse-tête pour qu'on soit capable de la produire, notre image. En tout cas, je prends des notes, moi. Mais je ne vois pas de main levée. Il faudrait... ça, j'ai écrit ça comme ça, là, cet après-midi. Je ne connais même pas la suite moi-même. Alors, donc, voici ça, c'est l'élément déclencheur. Alors, les obstacles, il va y en avoir beaucoup qui vont se dresser. Oui? Oui, j'écoute. Est-ce que quand on se met à écrire, si on suit ce tableau-là, dans le fond, si on a le goût davantage de préciser le problème ou le camp ou l'espace ou le héros, est-ce qu'on y va au gré du vent, ce qui nous inspire le plus, ou tu nous suggères réellement, on commence par la personne, son environnement, le temps, à quand ça se passe? Est-ce que tu me suis, ou on peut se laisser aller sans... Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'écrire sans parler nécessairement tout de suite de l'héros, mais plus définir un contexte ou un environnement? En général, écoute, tu peux écrire, c'est un peu comme un film. Hein? Le film n'est jamais tourné. La première scène, parfois, peut être tournée tout à fait à la fin. Ça dépend maintenant. L'essentiel, c'est ton histoire. L'histoire, tu dois être capable de la visualiser, vraiment de te la raconter, de la voir du début jusqu'à la fin. D'abord, il y a les flashs, donc je veux parler de ça, tu vois ça. Maintenant, viennent les détails. Et moi, en fait, voilà comment je procède. Quand une histoire vient, c'est pour ça que je fais rire les gens, toujours, je dis, aïe, je suis en gestation. C'est-à-dire, je m'assieds et maintenant, l'histoire vient à moi et je la sens. Et quand je me mets à écrire, ce que je suis en train de vous lire là, je l'ai écrit cet après-midi dans mon bureau parce que je me suis dit, il vaut mieux aller par des exemples concrets plutôt que de parler dans du vide. Et ça, je l'ai écrit dans mon bureau. Et c'est une histoire qui peut en devenir une. Je ne sais pas encore comment elle peut évoluer, je dois avouer, mais je trouve que c'est une histoire très intéressante. La manière dont j'ai été inspirée en écrivant ça, j'ai trouvé ça venait tout seul, les mots venaient tout seuls. Même les dialogues, ça venait tout seul. Alors donc, et ce que je peux entrevoir, c'est quoi pour la suite de l'histoire, mais pour te répondre,
tu n'es pas obligé d'abord d'écrire, c'est comme tu le sens. Si tu sens que, bon, par exemple, je commence par la description de l'endroit, ou bien j'ai plutôt l'élément déclencheur, tiens, j'écris mon élément déclencheur, etc. Tu l'écris et tu l'écris bien comme il faut. Parce qu'une fois que tu l'as écrit, sache que la suite va venir toute seule. La suite viendra beaucoup plus facilement. Qui est l'auteur? Donc là, déjà, ça va. Oui, j'ai mon élément déclencheur, mais qui déclenche ça? Et pourquoi il déclenche ça? Et c'est quoi le contenu de ce problème-là, tu vois? Donc là, déjà, tu as une bonne partie de ton histoire déjà qui se définit, dont les contours deviennent de moins en moins flous et de plus en plus précis. Et puis ensuite, tu verras, bon, et dans tout ça, quel est mon personnage principal? Qu'est-ce qu'il va faire? Quel rôle va-t-il jouer? Ben là, tu vas voir, est-ce que c'est un homme, c'est une fille? Est-ce que c'est ça peut être un vieux, par exemple? Le héros, c'est un vieux, ça peut être une vieille femme, un vieux monsieur, un vieil homme, ça peut être un jeune, ça peut être... On n'est pas obligé d'aller dans les... Il faut sortir, je pense que l'avantage, ou je dirais l'originalité, c'est de se réinventer à chaque fois, d'inventer des personnages, de se réinventer, parce que quand tu écris, au fond, c'est toi-même, hein, tu t'écris toi-même. Tu t'écris toi-même, ce sont tes rêves, ce sont tes fantasmes que tu sors parfois à travers ce que tu dis, ce que tu écris. Ce sont des choses, des rêves que tu as eus d'enfance, que tu n'as pas pu réaliser et tout ça. Donc, tu peux décrire la jeune fille que tu étais, par exemple, avec les rêves, les ambitions que tu avais à l'époque que tu n'as pas pu réaliser. Ben, tu vas écrire ça, mais tu mets ton héroïne, qui peut être comme toi, ou bien si tu n'as pas envie d'être identifié, tu peux chercher quelqu'un d'autre, tu la décris différemment, mais toi-même, tu sais de quoi tu parles. C'est pour ça que je disais au début de ces ateliers, nous avons tous une histoire à raconter parce que nous sommes tous des conteurs. Imaginez un peu le nombre d'années de vie que nous avons, tous les rêves que nous avons abandonnés en cours de route, que nous n'avons pu réaliser, mais ce sont autant de contes. Et puis, en prenant de la bouteille, comme disent les Français, en prenant de l'âge, n'est-ce pas, les histoires hier qui semblaient anodines ou bien qui étaient très importantes, qui deviennent moins importantes, ou bien qu'on regrette toujours parce que c'est de ces histoires qu'on n'a pas réalisées et pour lesquelles on gardera toujours une certaine amertume dans le cœur, dans l'âme. C'est une façon aussi de le vivre en écrivant ça sous forme de conte. Alors, tu prends n'importe quelle partie et c'est un exutoire aussi. Et tu écris et tu t'arranges pour que ça soit quelque chose qui soit à la portée de tout le monde. Et les gens auront plaisir à te lire, surtout quand tu décris, si tu décris par exemple l'environnement de ton enfance qui a beaucoup changé aujourd'hui. Les décors aujourd'hui n'ont plus rien à voir à ce qu'ils étaient il y a ne serait-ce qu'une dizaine d'années. Si tu es capable de ressortir cette ambiance-là, de la décrire avec tellement de chaleur que quelqu'un peut la toucher, qu'elle est palpable et tout ça, mais tu fais voyager les gens à travers le temps, à travers une histoire, et à la fin de laquelle, quand les gens ont lu, ils reposent le livre de contes, ils s'adossent contre la chaise et ils sont quelque part... comment dirais-je, à l'intérieur d'eux-mêmes, ils sont remués, ils sont émus, ils sont contents, ils réfléchissent, ils sont touchés. Parfois, ils peuvent être tristes. Tu arrives à provoquer certains états d'âme. Et c'est ça, en fait, le but du conte. Merci. Et une question, Maman Fété. Oui. Je parle par rapport à ton expérience. Quelle est souvent ta source d'inspiration? Est-ce que tu t'inspires de ton passé en général ou de tes rêves pour pouvoir mettre en place une histoire? Parce que comme l'histoire que tu viens de raconter, c'est pas quelque chose dans un contexte canadien, si je peux dire ainsi. On voit bien qu'on est dans un village, on a écouté ta description. So, j'aimerais savoir c'est quoi ta source d'inspiration. Et puis la deuxième chose que je voudrais te poser comme question, est-ce que si par exemple tu veux parler d'un fait réel, actuel, si je peux dire ainsi, qui t'affecte, mais que tu aimerais le conter, est-ce que tu restes toujours dans le domaine de la fiction en transportant tes personnages dans un autre espace, ou tu essayes de garder toujours le même espace, le même genre de contexte, le même genre de déclencheur
Ou alors, tu peux réécrire l'histoire, mais en changeant d'éléments. C'est-à-dire, si c'est une histoire, par exemple, qui t'inspire venant du Canada, tu le mets dans un contexte africain ou vice-versa. Donc, j'aimerais savoir, donc mes deux questions, je sais que j'ai un peu trop parlé, mais la première question, quelle est toi, généralement, par expérience, ta source d'inspiration? La deuxième, est-ce qu'un conte doit toujours être raconté dans le même contexte où les personnages peuvent transporter et créer une fiction dans un autre contexte? C'est ça. Ok, alors je vais commencer par la dernière question. Non, je pense que quand tu écris, il faut ne jamais se limiter. C'est un domaine illimité. Je ne sais pas si tu te rends compte de la liberté que tu as. L'esprit humain jouit d'une liberté qui est illimitée. Nous sommes les seules barrières à notre propre créativité. Donc, si par exemple, tu as une histoire, moi je vis au Canada, si j'ai à écrire une histoire que j'ai vécue ici au Canada, il n'y a aucune raison pour que j'aille m'embarrasser pour aller mettre ça dans un contexte africain. Non. Les contes africains, je les écris surtout par souci pour les enfants noirs qui naissent ici ou qui arrivent très jeunes ici, pour qu'ils puissent avoir cette opportunité de se raccrocher un peu à leurs racines, de savoir qu'ils viennent de quelque part. Parce que parfois, certaines violences sont occasionnées par le fait que les enfants, les jeunes ont l'impression qu'il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de passé, il n'y a rien. Où est-ce qu'ils s'en vont? Et c'est ça souvent ce sont des pièges très souvent que les parents même trop occupés à travailler ne se rendent pas compte, mais les jeunes ont des problèmes, les jeunes noirs ont des problèmes très sérieux du fait que très souvent ils ignorent exactement d'où ils viennent. Moi, je me souviens que moi, j'ai grandi en Europe. Hein. J'ai eu la chance d'avoir un père qui m'a envoyé en Europe très tôt, mais en même temps, le même père, quand nous rentrions en vacances, il nous expédiait au village. Tout le monde était très fâché parce qu'on était à Paris, ville lumière, on allait au village sans lumière, ça faisait un peu trop, et tout ça parfois en une semaine, avec une semaine de transition. Mais aujourd'hui, je le bénis là où il est dans sa tombe parce que grâce à ces vacances au village, bien que je ne comprenais pas la langue, mais je voyais comment on racontait, comment on se retrouvait, tout ce que je vous raconte là, tout ce que j'écris, c'est que parce que j'ai vécu ça. Et en même temps, ça reste très ancré en moi. Et c'est pour ça que j'aimerais partager ça avec les jeunes ici. Mais vivant au Canada, si j'ai à écrire sur ce que je vis ici, mon expérience canadienne, c'est clair et net que ça sera dans le contexte canadien. Ce serait d'autant plus intéressant. Imaginez-vous que, étant africaine, vivant ma réalité ici au Canada, bien, je trouve que c'est fantastique de l'écrire aussi parce que ce sont des expériences toujours que nous continuons à partager en tant qu'Africains et en tant que Noirs parce que nous avons une expérience qui est différente des autres communautés, de celle des autres communautés. Et donc, c'est très important que nous puissions nous raconter tels que nous sommes parce on raconte ce que nous vivons dans ces conditions-là. Et c'est très intéressant, ça va rejoindre aussi d'autres expériences similaires et ça va peut-être aider aussi d'autres personnes pour voir comment se tirer d'affaire dans tel ou tel contexte et telle situation. Donc, non, je pense que là où on est semé, il faut qu'on fleurisse. C'est ça ma devise. Et donc, on est semé ici au Canada. Il faut fleurir ici au Canada, sous le soleil du Canada ou sous la neige aussi du Canada, mais il faut absolument rester dans le contexte canadien, même si je continue à écrire des contes africains d'Afrique, mais les contes canadiens aussi du Canada, d'Africaines canadiennes, sont aussi intéressants. Au contraire, même, ça permet non seulement aux Noirs, aux Africains de comprendre, mais en même temps aussi aux Canadiens, nos compatriotes canadiens et des autres communautés de mieux saisir, un peu de mieux cerner parfois certains aspects de notre culture et de nos personnalités, de nos tempéraments, qu'il est autrement difficile de comprendre pour eux. J'ai répondu? Oui, tu as répondu. Alors maintenant, la première question, c'était sur la source d'inspiration. Ma source d'inspiration, je vais vous faire rire, mon
mon livre Nyota que j'ai écrit, j'étais tellement plongée là-dedans, c'était tellement intense qu'une nuit, j'ai rêvé, j'ai vu tous les personnages de mon conte venir se pointer au pied de mon lit, je me suis réveillée, j'étais complètement ahurie, je vous assure. Donc, c'est pour vous dire que nous vivons, fondamentalement au fond de nous, nous vivons ce que nous écrivons. Ça vient de nous, forcément. Donc, ça existe en nous. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout n'est que devenir. Moi, j'y crois. Et quand on évolue avec soi-même et avec tout ce qui fait fondamentalement notre personnalité. Donc, ma source d'inspiration, ça vient de moi-même. Mais en même temps, quand je suis en train d'écrire, ce qui est très intéressant, c'est que tout ce qui est autour de moi, j'ai l'impression que tout vibre au même diapason que ma frénésie. C'est parfois, j'ai comme l'impression, je dirais ça, vraiment, je mets ça entre guillemets, il ne faut pas prendre ça au pied, à la racine du mot. C'est comme une sorte de transe, en fait, d'écriture. Donc, je peux regarder un paquet de mouchoirs, par exemple, qui est là sur la table, ça devient tout à fait un paysage. Je peux regarder, je suis entourée de beaucoup de plantes et de fleurs chez moi. Je peux regarder une plante, je vois les nervures, la couleur d'une plante et tout ça. J'ai comme l'impression que ça, à ce moment-là, ça m'inspire, ça me parle. Et j'ai toutes ces idées qui viennent comme vous, comme ça, là. Donc, et plus j'écris, plus ça vient. Et les descriptions, ce qui est terrible, c'est que là, vraiment, je vous parle de mon expérience personnelle, évidemment. Parce que quand j'écris, les mots sont très importants. Je vous ai dit, écrivez très simplement comme vous parlez là. Vous écrivez, c'est très simple. Mais en même temps, ne pas répéter plusieurs fois le même mot, éviter d'alourdir les phrases. Et parfois, il y a un mot, je cherche un mot, non, c'est pas ça, je cherche, c'est pas ça. Puis, bon, j'ai plein de dictionnaires, évidemment, synonymes, antonymes, etc., etc. Et donc, antonyme, pas antonine. Et donc, je vais tendre la main pour prendre le dictionnaire, le mot vient. Je dis, ah, merci, fêté, et je continue. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je suis inspirée, mais ça vient de moi-même, à l'intérieur de moi-même. En même temps aussi, je peux me promener. Je fais une marche tous les dimanches en me promenant. Ben, je regarde le paysage, je vois des scènes. Les yeux enregistrent des scènes parce que le regard enregistre sans que forcément la conscience en soit présente à ce moment-là. Mais quand le regard enregistre, ça va jusqu'à l'intérieur de moi. Et quand je me mets à écrire, eh bien, tout ça, ça peut revenir à la surface et ça se reprojette devant moi et à ce moment-là, je me mets à écrire. Je vous dis, par exemple, ce que je suis en train de vous lire, c'est venu cet après-midi tout seul. Hein. Je n'ai même pas eu à revenir 2 fois sur un mot. Donc, ça vient tout seul comme ça et j'écris. L'inspiration, elle est là et tout le monde là. Tout le monde là. Le tout, c'est de apprendre à te connaître toi-même et savoir quels sont les moments les plus propices pour toi, pour t'asseoir et commencer à écrire. Et puis, quand tu écris, mets le mental de côté. Le mental, c'est-à-dire celui qui juge, qui calcule, qui veut que ça soit bon, telle chose, là, mets tout ça de côté. Mets-toi à écrire tout simplement. Et tu verras qu'à ce moment-là, l'inspiration va venir du plus profond de toi-même et même écrire deviendra très facile. Il m'est arrivé parfois jusqu'à 2 heures du matin, je ne me suis même pas rendu, je ne me rendais pas compte qu'il était 2 heures du matin et j'étais toujours en train d'écrire. Alors, donc, ça dépend d'une personne à une autre, mais par-dessus tout, surtout quand tu es en train d'écrire des contes, l'inspiration ne peut venir que de toi-même, à l'intérieur de toi-même et de tout ce qui t'entoure. J'ai répondu? Oui, tu as répondu. C'est bon pour moi. Quelqu'un d'autre a une question? OK. Donc, on va aller maintenant dans la 3e colonne, le développement et les péripéties. Alors, là, ça dépend maintenant de l'histoire, bien entendu. Pour ce qui concerne le développement et les péripéties, ça dépend de l'histoire et de ce que vous êtes en train de raconter. Par exemple, pour Yekomo, bon, je n'ai pas écrit puisque je me suis arrêtée là. Ce qui va se passer, c'est que probablement son père ne pourra pas aller et c'est lui qui va aller. Et donc, s'il y va… Juste une
Une petite Oui, question, ben, pas une question, ben, une question, oui. oui. Au début, j'avais comme l'impression que c'était Yemoko, maintenant c'est Yekomo, et c'est qui? Oui, c'est Yekomo, oui. Ok. Attendez. Attendez. Oui, 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 vous avez raison, vous avez raison. Mais c'est la preuve, justement, attendez que je retourne. Oui, ça doit être Yemoko, parce que Yemoko, Mhm. vous comprenez le sens, en fait. Ouais, c'est Yemoko, ça. ça veut dire lui seul, quoi. Hein, lui-même, Mhm. c'est ça. Oui, c'est Yemoko, oui. Alors, donc, oui, non, mais là, c'est un exemple. Hein, Mhm. c'est pas dit même que ça sera le nom, c'est pas dit, bon, je vais voir si je vais écrire jusqu'au bout, ce serait un beau souvenir de cet atelier d'écriture. Mais donc, il y aura des péripéties, parce que si c'est Yemoko qui est envoyé au front, donc le père le délègue, par exemple, donc il devra aller affronter des situations absolument incroyables pour arriver à retrouver cette bague-là. Cette bague, il ne sait pas où est-ce qu'elle se trouve, donc il devra se débrouiller, il devra écouter beaucoup de choses, il devrait être attentif. Donc, c'est l'apprentissage aussi de l'observation, de l'écoute et en même temps aussi de l'attention, euh, comment dirais-je, aussi du manque comment ça, du manque de, pas de manque de jugement, non, c'est-à-dire d'éviter de juger, ne pas se livrer ne pas croire selon les apparences. Donc, il y aura plusieurs, ça sera une progression, il va évoluer, mais en apprenant aussi jusqu'au moment où il sera prêt, il sera sage. Alors, à ce moment-là, peut-être il rencontrera les personnes qui pourront le conduire là où se trouve la bague et tout ça. Donc, je vous raconte déjà plus ou moins l'histoire telle que je la vois se profiler, mais ce n'est pas dit que ça va être tout à fait ça. Alors, donc, il aura au début beaucoup d'embûches parce qu'il commettra beaucoup d'erreurs. Quand on est jeune, on commet des erreurs. Et puis ensuite, il y aura des interventions, mais on lui promettra ces interventions-là. Et en fin de compte, les deux hommes qui se sont, comment la présenter, vont être des guides. Et puis, bon, il y aura des méchants aussi parce que les deux hommes se seront fait suivre aussi par des méchants, éventuellement, qui guettent aussi pour attraper la bague puisque le roi est sur le point de mourir. Je vous raconte déjà mon histoire, voyez-vous? Et donc, là, il y aura des luttes entre les bons et les mauvais, n'est-ce pas? Et puis, il y aura aussi, c'est ça, le chant, les instruments, etc. Parce que, bon, on lui remettra peut-être aussi, pour lui permettre une sorte de boussole, ça sera un instrument, une boussole, qui l'orientera dans sa démarche et tout ça. Et voilà. Et puis, il aura peut-être droit aussi à un mot de passe, genre sésame, des choses pareilles. Et bien sûr, il y aura les êtres surnaturels qui viendront pour renforcer sa démarche. Donc, cette partie-là, le développement, les péripéties, c'est la partie la plus importante parce que non seulement il y a de l'action, bien sûr, comme dans un film d'action, mais ce qui est important en ce qui concerne le conte, c'est qu'à chaque action, il y a un apprentissage derrière ça. Il y a une leçon forcément pour ne pas retomber dans les mêmes erreurs. Le héros ne peut pas revivre deux fois les mêmes erreurs, sauf si c'est dans le but de l'apprentissage et que c'est intentionnel. Mais encore, la deuxième fois qu'il va chuter, il va retomber dans cette erreur-là. Ça ne sera pas tout à fait de la même façon, ça sera différemment, de manière à ce qu'il soit capable de faire la différence entre la première fois et la deuxième fois et qu'il puisse opérer le choix de continuer, mais en faisant attention, donc en redressant un tout petit peu, en redressant un peu son parcours, quoi, c'est ça. C'est ça. Et puis, à la fin, bon, des interventions, et quand il arrive tout à fait à la fin, il est complètement, il est transformé, c'est ça. Il est complètement transformé, c'est ça le but de tout ce cheminement-là, c'est la transformation intérieure et bien entendu extérieure, beaucoup moins, mais surtout la transformation intérieure parce qu'il a appris. Et quand il arrive au dénouement, donc le problème est résolu. Donc, grâce, et il doit reconnaître, grâce à l'intervention de ces guides-là, ces deux guides, grâce à l'intervention aussi des bonnes aides, grâce aussi
à la puissance de son instrument ou outil ou bien amulette ou n'importe quoi. Et puis, il a appris aussi parce qu'il va entrer maintenant dans, il va entrer dans une sphère, dans un monde qui va insoupçonné des autres. Et donc, il a la connaissance, et cette connaissance-là, c'est un peu une connaissance, en général, dans les contes, on ne le dit jamais suffisamment. Je vous ai dit que le conte était utilisé parfois dans certains rites initiatiques. Donc, très souvent, à la fin, c'est quoi? C'est qu'il est connecté avec la perle qui gît à l'intérieur de lui-même, c'est-à-dire un peu une connexion avec son âme, avec lui-même. Donc, c'est ça, un peu ce cheminement-là, graduellement. C'est un peu toute une vie, quoi. C'est un peu une représentation de la vie. Nous vivons pendant autant d'années, au fur et à mesure, on acquiert une certaine maturité. Cette maturité nous rapproche beaucoup plus de nous-mêmes. On devient plus posé, on devient plus sage, on devient plus modéré, plus tempéré. Et en fin de compte, on devient presque parfois philosophe. On prend la vie avec énormément de philosophie. Et lui, tout ça est cumulé dans un conte. Et comme dans le conte, les gens grandissent rapidement, donc ils mûrissent tout aussi rapidement aussi. Et évidemment, il sera consacré roi à la fin, puisqu'il rencontrera le vieux roi qui s'en va, et lui, le jeune roi qui prend la place. Et il prend la place après avoir vaincu tous les obstacles. Donc, il est apte, il est prêt à gouverner. Et la morale de l'histoire, ben, on va la tirer à ce moment-là. Et on va dire aussi que c'est depuis lors que, voilà, on va trouver aussi le depuis lors que, parce que l'épilogue, c'est depuis lors que, voilà. Alors, nous en sommes là. Y a-t-il des questions? Êtes-vous suffisamment outillé maintenant pour aller écrire et vous apprêter à être prêt pour la semaine prochaine? Avant d'être prêt, j'ai une question. Quand vous parlez tout à l'heure de l'épilogue, et depuis lors que, on le met où? Dans la situation finale? Oui, c'est ça, tout à fait. Juste c'est en fait l'enseignement, quoi. C'est la morale. Ah, ok. Oui, c'est la morale. Ouais. Alors, je peux continuer avec les trucs et astuces comme j'avais promis? Oui. Alors, des trucs et astuces. D'abord, le nom de votre héros ou de votre héroïne. Il faut qu'il soit le plus simplement possible et que le lecteur puisse le retenir très rapidement. Et donc, choisissez des noms pas trop courts, mais disons des noms qui ont une très belle consonance, résonance et qui chantent bien à l'oreille. Évitez des noms compliqués, surtout pas, sauf si c'est intentionnellement. Admettons, par exemple, vous avez un personnage que vous voulez vraiment horrible et vous voulez que ce soit bien compris, vous allez l'affubler d'un nom assez bizarre, ça c'est clair. Mais sinon, évitez vraiment des noms compliqués, parce que quand c'est trop compliqué, qu'on n'arrive pas, il n'y a rien de plus pénible que de lire un livre. Vous savez, quand on lit, on aime bien retenir vite le nom du personnage central et tout ça, ou de 2 ou 3 personnages centraux. Mais quand c'est très compliqué, vous ne savez pas retenir, vous ne savez pas, c'est agaçant à la fin. Donc, soyez vraiment très simple, surtout pour le personnage central. Alors, quand vous écrivez aussi, évitez des longues phrases. Plus c'est court, mieux c'est. Les phrases qui sont trop longues, là, quand les gens lisent, vous savez, on a besoin de respirer. Il faut savoir donc connaître la ponctuation, où est-ce qu'on met la virgule, où est-ce qu'on met le point, où est-ce qu'on met le point-virgule. Alors, les phrases qui sont et à la place de et, ben, mettez un point. Et puis, commencez avec une nouvelle phrase. Ça, c'est vraiment quelque chose que l'erreur souvent que les gens commettent, c'est d'avoir de longues phrases et c'est très difficile à lire. Ayez des phrases courtes, ça au moins, ça passe comme une lettre à la poste. Alors, je l'ai dit plusieurs fois, il faut écrire comme on parle. Commencez par écrire comme vous parlez, très simplement. Très simplement. Et ensuite,
quand vous allez vous relire, au moment de vous relire, là, à ce moment-là, vous allez voir, tiens, ça, j'ai utilisé 2 fois ce mot-là, tel paragraphe et tout ça, mais écrivez comme vous parlez. C'est la façon la plus simple pour aborder l'écriture dans un premier temps. N'oubliez pas en plus que le conte s'adresse aux enfants, aux jeunes, aux adultes de tout âge. Et le conte par excellence, en général, réalisez vos contes, vous verrez que les mots sont très, très simples. On utilise très rarement des mots compliqués, des tournures alambiquées. En général, c'est très, très, très simple. Ça se lit simplement. Un conte, c'est un régal. Et un régal, il faut que ça soit simple et que ça se digère très facilement. Prenez l'habitude de vous relire à haute voix. Vous écrivez une phrase, si vous n'êtes pas sûr, relisez-vous à haute voix et écoutez votre voix. Vous allez voir que si ce n'est pas bon, vous allez caler là. Quand vous calez, vous allez comprendre tout de suite que cette phrase est très mal formulée. Il faut que je la reformule. Alors, vous reformulez la phrase. Si ça ne va pas, vous la reformulez. Ça ne va pas, mettez-la de côté. Et puis, éclaircissez vos idées. C'est quand les idées ne sont pas claires que c'est difficile de l'exprimer, de vous exprimer. Mais quand vous concevez très clairement une idée, ben, sachez que pour l'écrire, pour l'exprimer, ça va être tout aussi aisé et facile. Alors, respectez le temps de conjugaison. Ça, là, c'est le piège. Quand on écrit le conte, on l'écrit en général, ça dépend. Il était une fois, donc vous êtes dans le passé, n'est-ce pas? C'est dans le passé simple. Et les 2 temps que vous allez employer, c'est le passé simple et l'imparfait. Alors, je vais retourner un peu en arrière. Voilà. Le jeune homme, ça c'est Yemoko, pardon. Le jeune homme aperçut 2 hommes à l'allure imposante, vêtus de tenues traditionnelles, remonter la petite allée qui menait à la maison. Il aperçut qui menait. Il aperçut ce passé simple qui menait, c'est une description de la réalité, mais ça se passe dans le temps, donc dans le passé. Son père les attendait, c'est une réalité. Là aussi, il décrit une situation, mais comme c'était dans le passé, il va le mettre à l'imparfait. Yemoko remarqua son tic, dans le tic nerveux de son père, et il se dit que quelque chose de grave se passait. Pas se passa, mais se passait. Il alla les rejoindre et constata que tous les membres de la famille se trouvaient déjà dans la salle. Pas se trouvèrent, mais se trouvaient déjà dans la salle. Les 2 visiteurs n'avaient pas l'air commodes. Là, il rapporte en fait. C'est même pas, c'est le narrateur, donc c'est lui qui raconte l'histoire, qui dit oui, ils n'avaient pas l'air commodes. Le silence lourd de non-dit empestait la pièce. Donc, c'est-à-dire qu'il décrit une situation, mais dans le passé. Là, à ce moment-là, il utilise l'imparfait. Alors, maintenant, nous sommes toujours dans le passé, mais il y a un dialogue. Le dialogue se passe dans le présent. Le fils qui arrive demande, « Père, que se passe-t-il? Qui sont ces hommes et que nous veulent-ils » C'est dans le présent que ça se passe là. Parce qu'il ne pouvait pas dire, « Père, que se passait-il? Qui étaient ces hommes et que nous voulaient-ils? » Non. Ou bien, « Père, que se passa-t-il? Qui étaient ces hommes et que nous voulions-ils? » Non. Là, c'est une question qu'il pose à son père. Il est face à face, c'est dans le présent. Même si l'histoire est dans le passé, mais le dialogue est toujours dans le présent. Alors, pas de questions là-dessus? Là, en fait, c'est un exercice, au départ, ce qui peut paraître difficile, mais vous allez vite vous habituer. C'est une question juste d'habitude. Vous allez voir, à force d'écrire, vous allez très vite vous habituer. Mais retenez bien ça. Quand vous racontez une histoire, un conte du passé, c'est au passé simple, mais à l'intérieur du conte, quand il y a une situation corrélate, c'est à l'imparfait. Et quand il y a un dialogue, c'est au présent. Alors, ça va jusqu'à présent? Oui. Pas de questions? C'est bon, maman Fété. OK. Alors, maintenant, parlons un peu du conte contemporain.
Le conte contemporain, parlons, par exemple, je ne sais pas moi, ce n'est pas un conte malheureusement, mais admettons par exemple qu'on veuille présenter l'histoire qui se passe en ce moment avec ce qui se passe aux États-Unis, avec ce jeune homme qui a été assassiné. On l'écrit sous forme d'un conte contemporain. Alors, qu'est-ce que vous allez dire? Bon, vous avez le choix. Soit vous allez, si vous décidez d'écrire au passé, il était une fois, donc vous transposez comment là, les faits, l'histoire dans le passé. Ou bien vous écrivez dans le présent, ou bien dans le passé simple, au passé simple. Donc, un jeune homme de race noire se promenait, ou bien, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait, se promenait dans la rue et il se fait appréhender par des policiers qui lui demandent ses papiers. Il les présente et une discussion, après cela, une discussion s'engage et après la discussion, le policier énervé le plaque au sol. Donc, là, vous êtes un peu raconteur. Là, vous racontez. Vous racontez l'histoire. Et vous l'écrivez, mais vous l'écrivez au présent et de temps en temps, vous allez passer dans le passé simple et vous revenez au présent. Et les phrases là doivent être ultra courtes si vous ne voulez pas vous emmêler. Vous emmêlez la plume pour ne pas dire les pieds. L'histoire doit être assez courte. Mais vous pouvez raconter aussi un conte au présent, absolument. Et c'est bon, ça passe aussi. Et les jeunes, d'ailleurs, sont très spécialistes en ça. Est-ce que, Fété, est-ce que tu inclus dans le conte le slam? Parce que les jeunes utilisent le présent quand ils racontent une histoire, puis souvent c'est semi-chanté comme avec le slam. Oui, bon, dans les contes classiques, le slam n'existe pas, mais par exemple, dans le cadre de nos ateliers, oui, pourquoi pas, ça serait vraiment fantastique. Les jeunes ont énormément à dire. Il ne faut pas rester figé dans… D'ailleurs, le conte dont nous parlons aujourd'hui, ce n'est pas le conte du passé. Les contes sont puisés, sont inspirés de la réalité. Et les jeunes, justement, ils slament sur la réalité, mais avec un jeu de mots et une musicalité. Oui, on va finir à 20h30, absolument. Oui. Donc, avec une musicalité qui est fantastique, qui est formidable et qui fait que je pense qu'ils ont vraiment leur place. Ce sont des contes de temps moderne. Ils racontent des choses de temps moderne, les contes de temps moderne. La société évolue et les contes tels que nous les avons appris, moi j'appelle ça les livres, les premiers livres de l'humanité. Ça restera sous cette forme-là. Mais les jeunes aussi, c'est une humanité qui est dynamique, qui avance, qui évolue. Donc, comment dirais-je, l'expression évolue avec aussi et ils ont leur place dans ce qu'ils font le slam et toute autre forme d'écriture a définitivement sa place dans le concert, si je peux dire, des livres et de l'écriture. Alors là, comme il est, attendez, on va aller très rapidement dans les personnages. Oui, j'ai autre chose aussi, un bon conseil, évitez une profusion de personnages dans les contes. Quand vous écrivez, limitez-vous au nombre. Par exemple, n'allez pas au-delà de 4, 5, même c'est trop déjà. Hein, prenez juste des personnages dont les noms reviennent de façon récurrente, les actions reviennent et tout ça. Même s'il y en a beaucoup, il y a une tête de file, un chef de file qui est là et les autres suivent derrière. Mais si vous écrivez avec plusieurs noms, non, vous allez perdre les lecteurs. Donc, limitez les personnages dans les contes. Il n'y en a pas beaucoup en général. Donc, et puis aussi, limiter les idées. Quand on écrit, souvent, il y a plein de choses qui arrivent. Suivez, il y a un fil conducteur et suivez ce fil d'Ariane jusqu'au bout. Ne vous dispersez pas avec plusieurs idées en même temps. Vous allez vous perdre et vous allez perdre aussi les personnes qui veulent vous lire. Et puis, faire attention aussi dans des titres. Par exemple, quand vous donnez un titre à un monsieur, vous devez savoir que sa femme doit être le pendant féminin et vice-versa. Donc, dans vos personnages, évitez parfois on est perdu en cours de route. Bon, celui-là, il va être par exemple le boss, et puis après, j'oublie, c'est plus le boss, je mets quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'il faut se relire tout le temps pour être sûr que tout est bien aligné et qu'il n'y a pas de contradiction.
Et puis, bon, happy end ou pas forcément happy end, ça peut être aussi happy end, mais dans l'enseignement et pas forcément dans l'histoire, c'est à vous de voir. Voilà, alors il nous reste exactement, on a il nous reste quoi, 11 minutes. Et je ne sais pas, pour les 11 minutes qui restent, est-ce qu'on lit ceux qui ont écrit le premier paragraphe peuvent le lire, juste un paragraphe. J'avais une histoire à terminer la fois passée, je ne l'avais pas terminée, mais c'est à vous de décider. On peut lire les paragraphes puisqu'on on a quand même, il y en a qui ont écrit. Ceux qui ont écrit, s'ils peuvent lire. Hello, êtes-vous là? Puis-je me jeter à l'eau le premier? Oui, je te vois à l'eau, Bokilo. Il était une fois Papa Soleil et Maman Lune. Les deux habitaient au ciel jusqu'au jour où ils furent précipités sur terre. Ils eurent un premier fils qui travaillait la terre. Le second, quant à lui, n'aimant pas la terre, voulut retourner au ciel, mais n'y parvint pas. Cependant, rien ne semblait arrêter ses ambitions. Il se considérait supérieur à son aîné jusqu'à ce que son cadet vînt au monde. Dès lors, son attention jalouse se dirigea vers le nouveau venu, à qui il signifia « Notre famille était parfaite jusqu'à ce que tu viennes comme un cheveu dans la soupe. » À suivre. Merci beaucoup. Merci. Oh. Il y a Nadine aussi qui a levé la main. Nadine, on t'écoute? Oui, mon fêté. Je vais essayer. Là. Oui, oui. Parce qu'auparavant, je ne savais pas à quel temps je devais écrire mon histoire, si je dois écrire à l'imparfait, passé composé, tout ça, mais je vais essayer de lire mon histoire quand même. OK. Il était une fois un homme qui vivait à la campagne sur une petite colline. Il s'appelait Vieux Bois. Il était de couleur noire foncé, ses cheveux blancs et avait un chapeau paille, un vieux pantalon troué, une chemise en carabella et toujours avec une grosse pipe dans sa bouche. Il n'avait pas ni radio, ni aucun moyen de communication, mais il savait tout. Il était veuf, sans enfant. Il gardait des moutons, des cabris et des poules. Brusquement, un jour, un virus l'a attrapé, malheureusement. Et il n'y avait pas de centre près de chez lui. Et c'est fini pour Vieux Bois le même jour. Les voisins de Vieux Bois étaient tout attristés de cette nouvelle. Il y avait un petit abri en paille et tous les voisins et voisines étaient assis tout autour de sa petite maison pour honorer sa mort. C'était là, mais je n'ai pas fini encore, mais je ne savais pas. Ben, écoute, merci de partager. Merci beaucoup de partager. Et il n'était pas question de terminer parce que le premier lecteur n'a lu que le premier paragraphe. OK. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, Nadine. Merci. Merci également, mon fêté. Il y a Fatima. Oui, Fatima. Fatima. Oui, je vais me jeter à l'eau. Donc, il était une fois un griot qui vivait dans un village proche du mien et qui, chaque jeudi soir, faisait le récit d'un conte. À cette occasion, les gens de mon village et même ceux du voisinage se retrouvaient et s'assemblaient sous le vieux baobab qui accueillait tout le monde. Ce soir-là, le griot raconta une histoire restée à jamais gravée dans ma mémoire. À mon tour de la conter aujourd'hui. Histoire, lança-t-il d'une voix vibrante. Annoncez, répondit joyeusement la foule en chœur. Il y a de cela des milliers d'années, commença-t-il. Un village exceptionnel où le peuple vivait si heureux que tous ses voisins les enviaient. Aucun albinos ne naissait dans le village Kouloubou et les habitants étaient fiers de leurs femmes qui n'enfantaient que des bébés mâles en majorité.
Vous connaissez le triste sort réservé aux bébés albinos qui ne sont pas toujours les bienvenus dans certains villages ou familles. Un jour, la vieille Maluko, une femme reconnue et respectée pour sa sagesse et sa parole juste, fit un rêve. Je m'arrête là. Oh là là. Oh, merci, bravo, merci. Merci. Merci de partager. Ben, c'est bien quand même, hein? C'est très bien. Je suis très fière de vous tous là. Hein? Au moins, ben, voilà, c'était vraiment une participation. Jacqueline, tu as écrit? Oui, ok. Je vais aussi me jeter à l'eau. Voilà. J'ai écrit ça vite fait parce que je pensais en fait qu'on allait partager aujourd'hui. Alors, d'accord. Alors, voilà. Alors, il était une fois, Samandali, le vieux fou joyeux du village Sangwe, était à l'entrée de son village en jouant l'ikembe et en fumant son tabac. Soudain, un homme qui souhaite changer de vie arriva et s'arrêta devant l'entrée du village de Samandali où il avait choisi d'habiter. L'homme demanda à Samandali, « Je voudrais déménager dans ce village et je voudrais vous demander une question. Quel genre de personne demeure ici ?» Samandali répondit, « Avant de te répondre, dis-moi quel genre de personne qui vivait dans ton village. » Le jeune homme lui répondit, « Les gens de mon village étaient tous des méchants, des gens colériques, et c'est pour ça que je vais m'installer ici. » Samandali lui répondit, « Mon fils, dans ce village, vous trouverez le même genre de personnes. Et je vous souhaite une bonne route. » Samandali continua à jouer son ikembe. Quelques jours plus tard, un autre touriste arriva et posa la même question. « Je voudrais déménager dans ce village, mais avant, je voudrais vous demander quel genre de personnes qui habitent dans ce village. » Samandali lui répondit, « Avant de te répondre, dis-moi quel genre de personnes qui vivent dans ton village. » Le deuxième touriste éclata en sanglots. « Les gens de mon village étaient gentils, bienveillants et aimables. Je regrette même d'avoir quitté mon village. » Samandali lui répondit en le consolant. « Ne t'inquiète pas, mon cher enfant. Dans ce village, tu trouveras les gens aussi, les mêmes gens qui sont gentils, bienveillants et aimables. Je te souhaite bonne route. » Quelle est la morale de cette histoire, maman Fété? Ça, c'est toi qui dois conclure la morale de ton histoire. D'accord, la morale de l'histoire, c'est dans la vie, on rencontre des gens qui ont les mêmes énergies que nous. Bon, c'est plus dans le développement personnel. C'est pour ça, alors j'ai amené le... OK. Le développement personnel, c'est pour ça j'ai écrit ça. Donc, je me suis lancée à l'eau. OK. Bravo. Ben, écoute, c'est très bien. Bravo. C'est pas facile, mais je vois que vous écrivez. Vous voyez que vous écrivez tous assez facilement. Ça vient tout seul, hein? Ça vient tout seul. Il reste Joël. Joël? Je peux corriger mon texte, non? Je peux corriger ça. Je crois que je vais refaire ça. Et je crois que je vais changer de sujet. Ça fait rien, mais lis quand même un bout si tu as quelque chose en main. OK, attends, je crois que je l'ai mis ici. OK. Il était une fois, il y a beaucoup d'années de cela, des milliers d'humains mouraient d'une maladie qu'on appelait les coronavirus qui attaquaient leurs poumons. Les scientifiques identifièrent assez tôt le mal suite aux informations alarmantes venant de la Chine. Il s'agissait du coronavirus, un virus mortel qui se répandait comme une traînée de poudre et sémait la désolation sur son passage. Et pendant cette pandémie-là, la maladie attaquait beaucoup de grands-mères et des grands-pères. Et les gens n'osaient plus se faire des câlins ni des accolades. Et afin de protéger les grands-parents, les enfants et leurs parents, si je peux dire, ont trouvé une solution. On mettait comme des rideaux de plastique. On a créé des mains dans ces rideaux-là et les grands-parents embrassaient leurs petits-enfants comme ça. La terre était en deuil, mais les gens avaient peur, mais ils gardaient toujours espoir qu'un jour, on va rentrer dans le normal et tout va se passer bien. Merci.
Bien, voilà. Ben, merci. Tout le monde qui était présent, tout le monde qui est là présent a lu? Non, Ntunga est là. J'ai I want to want it. Est-ce qu'on a 2 minutes pour moi? Oui. Voilà. C'était un dimanche matin. C'est un petit garçon de 14 ans dont le nom est Amadou Traoré. Chaque dimanche, il aimait passer à travers les grillages de l'aéroport de son quartier. Cet aéroport était situé dans une ville d'Abidjan et cet aéroport était appelé Tokos. Amadou Traoré aimait beaucoup passer à travers ces grillages parce que c'était pour lui un moyen de pouvoir s'envoler, imaginer l'au-delà que représentait l'Occident. À travers ces grillages, il pouvait voir les passagers traverser les ponts et arriver vers la douane. Mais il pouvait aussi à ce moment-là voir les autres passagers qui prenaient le tarmac pour se rendre vers l'avion et aller vers d'autres horizons. À travers ces va-et-vient, il ne pouvait que s'imaginer prenant le même chemin pour se retrouver dans l'Occident, plus précisément à Paris. Parce qu'Amadou, ce qu'il aimait aussi également, c'était regarder ces vidéoclips de ces jeunes noirs qui se retrouvaient dans les rues de Paris, de Château-Rouge exactement, où ils vous faisaient briller de toutes les choses qu'ils pouvaient rencontrer dans tous les magasins, les chaussures, la sape, les vêtements, les parfums, tous ces genres de situations faisaient rêver Amadou Traoré. Et à travers cela, il se disait qu'un jour, si un de ses rêves devait se réaliser, ça serait de prendre ce même chemin que ces passagers, traverser le tarmac et entrer dans cet avion pour pouvoir se retrouver là, à Paris, la ville des 1000 lumières. Pour cela, Amadou a décidé qu'il devait faire un plan de façon à ce qu'il puisse un jour lui aussi prendre cet avion vers son futur. La suite est à suivre. Alors, mais c'est bien, ça, c'est très bien. Ah, mais c'est bien. Ah, ben, d'abord, je ne savais pas que tu étais là, et puis, ben, c'est bien, c'est très bien. Oh, mais c'est super, je suis vraiment très contente, c'est très bien. Tout le monde a fait, chacune a fait un effort, et vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Marlène n'est pas là, n'est-ce pas? Non. Je l'ai laissée dans une réunion, là, elle n'est pas là. Donc, tout le monde, chacun a dit son mot. Tu as quelque chose à lire? Et j'ai travaillé sur un petit quelque chose, mais non, j'ai pas. On a eu beaucoup de travail, mais je te promets que la semaine prochaine, j'aurai quelque chose à lire et je vais te l'envoyer avant la session pour avoir ton retour. Alors, donc, la semaine prochaine, monsieur, mesdames, nous allons faire, ce sera notre dernier webinaire et nous allons faire une lecture spectacle. Donc, nous avons 1h30. Pendant 1h30, on lira les textes. Ça peut être les mêmes textes que vous avez complétés ou bien, puisque vous avez déjà lu cette partie ici, ça pourrait être juste la suite de ce que vous avez déjà lu. Vous pourrez continuer comme ça au lieu de reprendre au début. Donc, on va continuer. Ou bien, si vous n'avez pas lu, si c'était juste oui, c'est ça. Chacun a lu un paragraphe plus ou moins. Nadine a lu un peu plus. Et puis, Jacqueline a lu aussi. Jacqueline a presque tout lu d'ailleurs. Donc, Jacqueline, tu vas être condamnée à écrire autre chose. Hein? Oh non! Ou bien que tu relises ça. En tout cas, Tunga va continuer, Jojo va continuer et tout ça. Donc, ben, un grand merci. Il est 20h31. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent écouter la fin de l'histoire que j'avais commencé la semaine passée ou bien on remet ça la semaine prochaine. C'est à vous de voir. Mais pour moi, en tout cas, on a eu une très belle séance et maintenant, je pense que vous êtes tous en mesure d'écrire et je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ces 3 webinaires et j'espère qu'on se retrouve la semaine prochaine. Un grand merci à toi, Fété. Puis merci tout le monde. Très inspirant les textes. Merci beaucoup. C'est ça. On va avoir des écrivains ici, tu vas voir ça. Ben, c'est ça.